Voilà, donc on enchaîne sur une deuxième maladie neuromusculaire rare, hein, qui est la myotrophie spinale infantile. Donc, il s'agit d'une pathologie autosomique récessive, hein, dont l'incidence elle est estimée à 1 pour 6 000 à 1 pour 10 000 naissances en France, hein, qui correspond en fait à la dégénérescence du deuxième motoneurone qui est localisé au niveau de la corne antérieure de la moelle. Donc cette dégénérescence motoneuronale va aboutir à une faiblesse musculaire progressive et une atrophie musculaire, hein. Donc il s'agit d'une pathologie neurodégénérative. Donc d'un point de vue physiologique, en fait, il y a une protéine qui est importante pour la survie du motoneurone. Cette protéine, elle s'appelle SMN. C'est une protéine qui, naturellement, est principalement produite par le gène SMN1 pour 90% du temps. Le gène SMN2, qui est un gène rescue, qui est quasiment similaire au gène SMN1, sauf qu'il y a une mutation d'une paire de bases dans l'exon 7. Et cette variation dans l'exon 7 de ce gène va entraîner un phénomène d'épissage alternatif où, dans 90% des cas, l'exon 7 va être exclu de l'épissage, ce qui va aboutir à la production d'une protéine tronquée non fonctionnelle. Et dans 10% des cas uniquement, l'exon 7 va être maintenu et donc on aura 10% de protéines résiduelles qui va être produite grâce à ce gène. Donc dans la myotrophie spinale, ce qui se passe, c'est qu'il y a une délétion du gène SMN1 et donc le gène SMN2 à lui seul ne permet pas de maintenir une quantité suffisante de protéines produites et la maladie s'exprime. Et cette protéine SMN, elle a de nombreuses interactions biologiques et en particulier, elle est impliquée dans de nombreux processus biologiques qui concernent le métabolisme des ARN. C'est une protéine ubiquitaire et donc qui est très très importante et son défaut aboutit à la perte des motoneurones de la corne antérieure progressivement. Donc la myotrophie spinale, on peut la classer selon l'âge d'apparition des symptômes. Donc en pédiatrie, on va identifier 3 formes principales. Le type 1 qui correspond à la forme la plus précoce et la plus sévère. Donc c'est-à-dire que les symptômes apparaissent dans les 6 premiers mois de vie, parfois dans les premières semaines, ce qui va aboutir au fait que l'enfant va n'avoir aucune acquisition motrice. Parfois un petit peu plus tard, parfois après l'acquisition de la tenue de tête vers 3 mois. C'est-à-dire que l'enfant se développe normalement, il commence à tenir sa tête et puis progressivement apparaissent l'hypotonie, le déficit de la force musculaire, etc. En tous les cas, les symptômes sont présents dans les 6 premiers mois de vie et vont évoluer très rapidement avec une tétraplégie flasque progressive, une atteinte respiratoire et un décès sans intervention médicale particulière dans 90% des cas avant les 2 ans. Donc le type 1, c'est une forme la plus précoce, la plus sévère. Il y a quelques enfants qui naturellement survivent, mais avec un degré de handicap majeur. Le type 2, c'est des enfants qui vont développer les premiers symptômes de leur maladie entre 6 et 18 mois, c'est après l'acquisition de la station assise, mais avant l'acquisition d'une marche autonome. Donc ça sera une forme atténuée d'amyotrophie spinale par rapport au type 1, mais on retrouvera également une hypotonie, un déficit de la force musculaire, une atteinte respiratoire qui sera moins marquée que dans le type 1 et une espérance de vie avec une prise en charge adaptée qui est normale. Donc il n'y a pas d'enjeu vital pour ces enfants si on les prend en charge correctement. Et le type 3, donc c'est la forme la plus tardive en pédiatrie. Ce sont des enfants qui se développent normalement jusqu'à l'acquisition de la marche. Ils vont acquérir la marche à un âge normal ou un petit peu décalé. Les symptômes moteurs vont apparaître dans l'enfance de manière plus ou moins rapide. Certains peuvent perdre la marche rapidement après le début des symptômes. Parfois, d'autres peuvent avoir une ambulation persistante pendant des années. Donc c'est une évolutivité qui est beaucoup plus variable. Et puis chez l'adulte, on va décrire la forme la plus tardive finalement, qui est le type 4. C'est des enfants qui sont développés normalement, des adultes qui sont sans gêne particulière dans leurs premières années et plus tardivement vont développer des symptômes moteurs. Ce qui va faire la différence entre ces différentes formes, c'est finalement le nombre de copies résiduelles du gène SMN2. Plus vous avez de copies résiduelles du gène SMN2, plus vous allez avoir une production résiduelle de protéines SMN par ce gène, et donc vous aurez une forme plus atténuée. Alors la présentation clinique de la myotrophie spinale de type 1, ça va être
un nourrisson qui va présenter une hypotonie neuromusculaire majeure, c'est-à-dire neuromusculaire, c'est-à-dire elle est globale, elle touche à la fois l'axe et à la fois les membres. Une hypomobilité aussi majeure, paralytique, qui va prédominer aux racines, hein, avec ces postures très caractéristiques de nourrissons qui ont les hanches en rotation externe, abduction, les bras collés sur le plan du lit, avec éventuellement une motricité qui est préservée en distal. Donc une posture très caractéristique. Et donc ce sont des nourrissons qui vont avoir une quadriparésie, une quadriplégie flasque, symétrique, qui prédomine nettement donc, aux racines, aux membres inférieurs, avec la préservation au moins au début d'une motricité en distal, donc au niveau des doigts, des mains et des avant-bras. Donc devant cette présentation qui évoque a priori une pathologie neuromusculaire, on recherche les réflexes ostéotendineux qui vont être abolis. Et puis l'autre élément que l'on va rechercher à la clinique, ce sont les fasciculations linguales, ces petits tremblements que l'on voit au niveau de la bouche, qui sont un signe évoquant une dénervation et qui dans le contexte font poser le diagnostic d'amyotrophie spinale sans trop de doute. Donc ce sont des enfants qui ont un intellect normal, des fonctions supérieures normales tout au long de leur vie et de leur évolution, avec généralement des enfants qui sont très vifs du regard, qui sont très attentifs, qui ont une préhension volontaire lorsque leurs capacités motrices sont encore préservées. La mimique, elle est préservée au début de la maladie, mais pour les formes très évoluées, très tardives d'amyotrophie spinale type 1, ils ont une paralysie totale, y compris au niveau du visage et des muscles oculomoteurs. Et l'évolution, en l'absence de prise en charge particulière, elle est très sévère, avec un décès, je vous ai dit, dans 90% des cas avant 2 ans. L'évolution, le pronostic, il est surtout lié à l'atteinte respiratoire, avec une paralysie des muscles intercostaux, hein, qui va donner cette déformation caractéristique du thorax, avec des thorax en carène, une respiration paradoxale, des anomalies du cri, finalement, le décès survient par insuffisance respiratoire, par pneumopathie d'inhalation. Dans la majorité des cas, il peut y avoir aussi des décès par survenue de troubles du rythme cardiaque. Et la plupart du temps, c'est un pronostic respiratoire. La présentation clinique du type 2, alors donc le type 2, c'est une forme plus atténuée qui débute après 6 mois. L'enfant tient assis, mais il ne marche pas encore de manière autonome. Et le début de la myotrophie spinale de type 2 est finalement beaucoup plus insidieux, plus difficile souvent à caractériser au début. C'est plus en fait un défaut de nouvelle acquisition motrice que réellement une perte d'acquisition motrice. C'est-à-dire que l'enfant, il commence à se mettre assis ou il tient assis, mais il ne va pas plus loin que ça. Et pour autant, il n'a pas perdu d'acquisition. Donc il y a souvent un délai diagnostique qui est un petit peu plus long parce qu'il n'y a pas de constatation de perte réelle. Donc c'est soit l'enfant qui tient assis mais qui n'arrive pas à se mettre assis tout seul. Le changement de position, c'est un bon reflet. Les difficultés à changer de position, c'est un bon reflet qu'il y a un déficit de la force musculaire. Si vous le posez assis, il tient, mais il ne se mettra jamais assis tout seul. Ou c'est l'absence d'acquisition de la marche autonome chez un enfant qui tient debout. Vous le mettez debout, il tient le canapé, mais il ne va pas se déplacer. Donc ça, c'est des situations assez fréquentes. Ça peut être aussi de manière beaucoup plus subtile, comme chez cette petite fille, un tremblement de la main qui en fait reflète des fasciculations des interosseux, qui ont fait rechercher par son pédiatre les réflexes qui étaient absents et qui a permis de faire un diagnostic. Donc la présentation clinique pour le type 2, elle va ressembler finalement à ce qu'on a vu pour le type 1. C'est une attitude spontanée en décubitus dorsal avec un déficit, une hypotonie, un déficit musculaire qui va prédominer aux racines, mais une hypomobilité qui va être moins marquée. Il va y avoir quelques mouvements spontanés plus vigoureux, plus vifs, parfois quelques mouvements contre-pesanteurs qui sont possibles. Et au membre supérieur, on voit que la motricité est un petit peu plus facile aussi, y compris contre-pesanteur avec un décollement des bras du plan du lit, ce qui n'était pas le cas sur la vidéo de la petite type 1 précédemment. On retrouvera une hypomobilité. Une caractéristique, c'est la tenue assise avec un effondrement du tronc et puis surtout la nécessité de se tenir en appui pour maintenir la position assise. Ça, c'est très caractéristique. Donc, c'est des nourrissons qui vont avoir une tenue assise plus ou moins précaire.
Et l'autre caractéristique, c'est que, alors même qu'ils tiennent assis, ils n'ont pas de supporting au membre inférieur. C'est-à-dire qu'elle tient à peu près assise, mais elle est incapable de pousser sur ses jambes pour se redresser. Donc il y a un déficit moteur flasque au membre inférieur. Donc c'est une présentation clinique assez classique. Au membre supérieur, la motricité elle est souvent variable, elle est préservée au moins au début, donc ce qui va permettre quand même aux enfants dans les premiers mois et les premières années après les premiers symptômes de continuer à avoir des activités ludiques et fonctionnelles, manger, porter à la bouche, etc. Mais c'est souvent une motricité qui est limitée, avec une fatigabilité quand même. On n'arrive pas très bien à soulever le coude au-dessus du plan de l'épaule. Si on soulève le bras au-dessus de la tête, il faut se maintenir pour garder son rachis droit. Les bras sont plutôt en chandelier que vraiment bien tendus. Donc on voit quand même que même si la motricité au membre sup elle est préservée, elle n'est pas non plus facile. Donc chez ces enfants, on retrouvera également des fasciculations, donc qui sont cet élément clinique qui fait orienter vers une dénervation, des fasciculations des doigts, comme au niveau des muscles interosseux et aussi au niveau de la langue. On retrouvera des réflexes ostéotendineux abolis. Et généralement, la déglutition elle est normale. L'atteinte thoracique et respiratoire elle est constante, mais elle est d'importance variable et d'âge de début variable. Ça peut être soit dans l'enfance pour les formes les plus précoces, parfois à l'adolescence, après plusieurs années d'évolution de la maladie. Avec nécessité effectivement d'une prise en charge orthopédique, de ventilation pour certains, mais un pronostic vital qui n'est pas engagé. Et enfin le type 3, qui est la forme pédiatrique la plus tardive, donc qui va se révéler soit après l'acquisition de la marche, qui va se faire à un âge normal ou parfois un tout petit peu décalé. Et donc dans ce cas-là, on retrouvera une démarche pseudo-myopathique qui est quand même assez discrète sur cette vidéo. On observe juste un léger dandinement et le fait que ce jeune homme marche sur la pointe des pieds, ce qui est signe à une rétraction des tendons d'Achille. Soit ça peut être après l'acquisition d'une marche normale, une impossibilité de courir, des difficultés à monter les escaliers, une chute fréquente. Là, si on le fait courir, on voit qu'il a un peu plus de mal quand même à relever ses cuisses et qu'il a un déficit pelvien qui est quand même plus évident que sur une marche simple. Et puis parfois, la maladie va se révéler un peu plus tard dans l'enfance ou l'adolescence. Ça peut être une gêne fonctionnelle proximale ou des difficultés à la réalisation des épreuves sportives à l'école. C'est toujours le même jeune homme, c'était juste pour montrer un petit peu les différentes façons de révéler le déficit moteur lorsqu'il n'est pas évident au premier regard. Là, il suffit de lui demander de s'asseoir par terre et de se relever, et là, on voit tout de suite qu'il n'y arrive pas, en fait. Donc, pour le type 3, la présentation clinique, ça va être un déficit pareil, un déficit moteur, une amyotrophie qui prédomine au membre inf, aux racines, bon, plus discret que dans les autres formes, mais qui est quand même bien présent. Les membres supérieurs, en général, ils sont préservés, en tout cas, vraiment dans les premières années d'évolution, il n'y a pas d'atteinte au membre sup. L'atteinte respiratoire, elle est quand même très inconstante. Ce n'est pas du tout l'enjeu dans cette pathologie. On retrouvera une hypertrophie des mollets, ou plutôt une amyotrophie des loges postérieures de cuisse et des quadriceps, qui donne un aspect de pseudo-hypertrophie des mollets. Les réflexes, ils sont abolis en rotulien, mais ils peuvent être préservés en achilléen, donc faut savoir. Et dans cette pathologie, il y a un pronostic fonctionnel, mais pas du tout vital. Donc en résumé, savoir y penser chez un nourrisson de moins de 6 mois qui a une hypotonie massive, donc neuromusculaire, un éveil normal, des réflexes abolis, des fasciculations. Chez un nourrisson qui tient ainsi, mais avec une attitude en syphose, qui ne marche pas, qui a des réflexes abolis et aussi des fasciculations, c'est un type 2. Et puis chez un plus grand, après 18 mois, un enfant qui la marche normalement, mais qui a des difficultés à courir, qui tombe tout le temps, on lui tape les réflexes rotuliens, s'ils sont abolis, c'est quand même très en faveur. Donc en conclusion, voilà, c'est important de savoir repérer l'hypotonie neuromusculaire, en sachant que finalement les causes neuromusculaires d'hypotonie sont quand même l'exception. Il y a des causes bien plus fréquentes que ça, et en particulier chez le nouveau-né et chez le nourrisson, mais enfin il y a quand même des caractéristiques assez précises qui orientent vers le côté neuromusculaire.
Les signes précoces, c'est l'abolition des réflexes, les fasciculations et déficits moteurs. Et le pronostic de ces maladies, de ce groupe de maladies, c'est à la fois l'âge de début des symptômes. On a vu que plus c'est des marteaux, plus c'est sévère, plus c'est évolutif rapidement. Et puis il y a la durée d'évolution de la maladie. Plus ça a duré, plus il y a une perte motoneuronale, plus la myotrophie est marquée. Et ce qui est perdu, on ne le récupère pas, évidemment. Et en sachant que depuis quelque temps, il existe certains médicaments spécifiques à cette pathologie. Voilà, je vous remercie de votre attention.